Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'ai vu qu'il n'y avait plus une place. Ça m'a fait plaisir. Alors, commence la deuxième journée de ces grandes rencontres. Et on va recevoir quelqu'un qui est vraiment rare. Je vous dis ça parce que je le connais depuis longtemps. J'ai lu tous ses livres. Et c'est la personne qui connaît le mieux les Français. Il sait pratiquement tout de nous. Comment on se déplace, où on va, quels sont nos loisirs, combien sommes-nous à observer telle ou telle obligation. C'est la personne en France qui connaît le mieux la vie des Français dans ses moindres détails. D'abord, il a été sondeur, donc pendant une dizaine d'années, il a construit des grilles de sondage pour savoir ce que faisait chacun de nous, comment il réagissait à tel événement. Et ensuite, 18 ans, parce que ça fait 28 ans qu'il scrute les Français. Pendant 18 ans, il est passé à un stade supérieur qui est au-delà de la connaissance de chacun de nos mouvements et de savoir comment la société française évolue. C'est quelqu'un qui est devenu quasiment un sociologue. C'est-à-dire qu'il a tiré de toutes ces observations des mouvements et donc il est capable de nous situer exactement le moment où la France se trouve en ce moment, et les Françaises et Français, les habitants. Voilà. Donc c'est quelqu'un de précieux parce que quand on est abreuvé de renseignements à droite et à gauche en disant les gens pensent ci, les gens pensent ça, il est bon d'avoir quelqu'un en face de soi qui connaît vraiment le sujet et qui ne se trompe pas sur l'état d'esprit actuel des Français. Et l'avantage de ce nouveau livre qui s'appelle « La France d'après », c'est que vous verrez, en l'entendant, la surprise qui va être la vôtre sur certains chiffres qu'il donne et de l'évolution incroyablement rapide que les Français ont connue depuis 3-4 ans. En gros, entre l'avant-Covid et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et là, il est intéressant de l'entendre parce qu'il va nous dire qu'est-ce qui a changé dans les différents mondes qui constituent les Français, de ce qui a changé et que surtout, ces changements vont-ils induire pour la suite? Alors on ne joue pas Madame Soleil, mais il pourra nous dire que, vu ce qui se passe aujourd'hui, il y aura forcément telle ou telle conséquence dans 10 ans. Voilà, c'est un plaisir de recevoir Jérôme Fourquet. Merci. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Ce que j'ai dit, vous l'avez entendu puisque vous étiez juste derrière, je n'ai rien inventé. Je vous connais depuis, parce que j'étais journaliste politique pendant quelques années, presque 15 ans, et je vous connais depuis cette époque-là. Et j'en ai entendu des sociologues, des sondeurs, et je puis témoigner en âme et conscience que l'entretien avec Jérôme Fourquet apportait quelque chose de plus que les autres. Voilà. Donc, vous mettez la pression encore. Hein, vous mettez la pression là. Oui. Alors, oui, je disais, juste un mot de définition générale. La France d'après, c'est ambitieux comme titre, parce que qui peut prévoir l'avenir, comme on dit, vous savez la formule. Rien n'est plus difficile à prévoir que l'avenir. Et tout peut arriver, on l'a bien vu récemment. L'Ukraine, Gaza, change beaucoup de choses, évidemment. Donc c'est prendre un risque d'écrire un livre en disant la France d'après sans savoir ce qui va se passer. Mais ce qu'on peut déjà avoir avec vous, juste comme introduction générale, je disais, en ayant lu votre livre, tellement de choses ont changé pour les Français entre le début du Covid et aujourd'hui. Comment vous définiriez cette mutation de 2 ans et demi, on va dire? Bonjour à toutes et bonjour à tous. On peut se dire que rétrospectivement, la crise du Covid, comme souvent dans l'histoire, une crise sert d'accélérateur à des tendances qui étaient déjà préexistantes. Et donc, ce n'est pas forcément un avant et un après, c'est une accélération d'un certain nombre de phénomènes, avec parfois, néanmoins, des sujets nouveaux, des pratiques nouvelles qui émergent. Et on pourra prendre un seul exemple. Dans l'univers du travail, c'est le surgissement du télétravail, qui était très peu pratiqué en France,
Alors attention, quand on écoute les infos, on lit la presse, on peut avoir parfois le sentiment que la France entière est passée en télétravail, parce que comme les journalistes sont en télétravail, ils pensent que les Français... Ça aide à dire que les Français les suivent. Voilà, ils pensent que les Français sont leur image, mais plus sérieusement, on a 25% de nos concitoyens, parmi ceux qui travaillent, qui sont 2 jours ou plus en télétravail par semaine. 25%. Donc ça fait une masse assez considérable. Quelques millions. Et ça modifie le rapport au travail, mais ça modifie aussi, par exemple, les stratégies ou les choix résidentiels. Vous êtes employé de bureau, vous habitez à Lyon, et vous aspirez à avoir plus grand un bout de jardin que vous n'avez pas. Et vu le niveau de rémunération qui est le vôtre, eh bien, pour pouvoir vous payer ça, il faut vous mettre à 25-30 km de Lyon. Et donc, si vous avez le trajet à faire 5 jours par semaine, ça fait quand même cher payé pour le petit morceau de jardin. Si on est en télétravail et que vous n'avez plus la transhumance à faire que 2 ou 3 jours par semaine, alors ça se regarde. Et une des conséquences du Covid, c'est la poursuite de l'étalement urbain et du déplacement d'une partie des populations toujours plus loin dans les couronnes éloignées des grandes villes. Et puis il y a une deuxième catégorie de télétravailleurs, c'est les managers ou les cadres des précédents. Eux, ils n'ont pas regardé en nombre de stations RER ou de trains de banlieue ou en kilomètres, c'est en TGV. Et donc, une partie d'entre eux ont décidé de quitter les grandes villes pour aller s'installer à 1 heure de TGV. À 1 heure ou à 2 heures, mais si possible au soleil, au bord de la mer. Et donc la pression qui était déjà forte sur tout le littoral atlantique s'est considérablement amplifiée depuis le Covid, avec des gens qui étaient venus se confiner là, et en fait qui ne sont jamais repartis. Et donc on voit comment, avec un exemple comme celui du télétravail, les choses s'accélèrent et s'amplifient. Et ça touche plusieurs millions de personnes. Et ça touche plusieurs millions de personnes, oui, tout à fait. Alors, mon cher, on va prendre plusieurs sujets qui nous concernent directement. Et sur ces sujets-là, justement, je voudrais que vous précisiez un certain nombre de choses. Premier sujet de préoccupation pour toutes les Françaises et les Français, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. De très loin, n'est-ce pas? Vous confirmez? Oui. De très loin. Alors, vous dites, quand on rentre dans le détail, je dis ça pour qu'après vous puissiez développer, 50 000 foires de vente en France, 36 000 communes, 50 000 foires qui se sont développées immensément depuis 3 jours. Les Ouigo, les TGV bon marché, 25% du trafic des TGV en France, c'était 2% il y a quelques années. Les flexibus, c'est-à-dire les bus Macron, comme on dit, 10 millions de passagers par an. Ça n'existait pas, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, dans ces déplacements et dans l'attention portée à l'argent qu'on dépense et aux possibilités, tout a changé. Et vous dites d'un mot, il y a la création en France d'une 3e classe, sourdement, mine de rien. Mais il y a plusieurs dizaines de millions de Français qui ont l'impression que pour eux, c'est la 3e classe de la SNCF qui a été supprimée en 1956. Oui, tout à fait. Alors, là encore, les tensions sur le pouvoir d'achat ne sont pas récentes, mais dans le sillage de la crise du Covid, nous avons vu réapparaître un phénomène économique qu'on n'avait plus vu à ce niveau depuis le milieu des années 80, c'est l'inflation. Et donc, alors même que toute une partie de la population, on l'avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes, était déjà à 10, 20, 30, 50 euros près à la fin du mois, quand l'inflation a frappé, toute cette population est passée dans le rouge. Combien de millions de Français sont maintenant à 10, 20, 50 euros par mois? On n'est pas loin de 30% de la population qui est à ces niveaux-là de calcul. Mais le ministère de l'économie nous parle souvent du taux d'inflation. Bon, c'est un taux, mais c'est assez abstrait. Une moyenne, c'est une moyenne. Voilà. Il faut regarder les choses un peu différemment. Si vous prenez les produits alimentaires, ils ont augmenté en moyenne de 20% au cours des 2 dernières années. L'électricité, c'est plus 70% en 5 ans. Et le gasoil, on va revenir à la crise des Gilets jaunes. Au début de la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, à Vichy comme ailleurs, le litre de gasoil se vendait à peu près à 1,40 €. 1,40 € il y a 5 ans. Vous voyez à quel prix il est rendu aujourd'hui. Et tout ça, électricité, gasoil, alimentation, ce sont des dépenses contraintes sur lesquelles on peut guère économiser. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Et donc, face à cette augmentation des dépenses contraintes qui vient manger la capacité
justement de pouvoir acheter ou consommer de nos concitoyens. Beaucoup adoptent de plus en plus ce que nous on appelle l'économie de débrouille. Donc vous avez cité les foires, les vides-greniers, les bric-à-brac, etc. On voit également comment une enseigne de hyper discount comme Action, qui est arrivée en France en 2012, c'est des Hollandais. Il compte aujourd'hui 750 magasins en France. Je pense qu'il doit y en avoir un à Vichy, où ça ne se devrait tarder. Action est devenue depuis l'année dernière l'enseigne préférée des Français sur de l'hyper-discount. Vous avez cité en matière de transport les bus Macron, le Ouigo, quelque part, qui est le retour de la 3e classe à la SNCF, qui avait été supprimé au milieu des années 50 quand la France était en train de se moyenniser. On avait dit qu'il y aura encore une classe premium. Et puis après, il y a une très grosse seconde classe pour tout le monde, vu que les différences ont tendance à s'estomper. Et donc aujourd'hui, si on a recréé le Ouigo, c'est que de nouveau les choses s'étagent. Vous voyez aussi comment les gens s'auto-organisent via l'économie de plateforme, avec les ventes entre particuliers sur typiquement ce qu'on appelle la France du Bon Coin, le Vinted, etc., etc. Donc d'après nos enquêtes, 20% de nos concitoyens vendent au moins plusieurs objets tous les mois sur ces plateformes, 20% de la population. Alors vous ne devenez pas un super commerçant ou un super épicier en vendant sur ces plateformes, mais c'est 40-50 € en moyenne qui sont récupérés chaque mois et qui permettent à certains de faire la soudure. Dans des régions comme les vôtres, on a vu réapparaître ou un regain d'intérêt pour une pratique qui remonte au Moyen-Âge, qui s'appelle l'affouage, qui permet dans certaines communes d'aller faire du bois dans des parcelles de la forêt communale. Tout ça était complètement tombé en désuétude ou en déshérence. Et face à l'augmentation des prix des carburants, on a une partie de la population qui s'est remis au bois. Qui s'est remis au bois. Tout ça passe sous les écrans radars, mais c'est la réalité de toute une partie de la population. Et encore une fois, on a des acteurs économiques, les discounters ou autres, qui ont senti cette évolution et qui proposent aujourd'hui des produits ou des modalités d'achat qui sont adaptés à cette population qui n'arrive plus à boucler forcément les fins de mois. Vous dites autre chose, il y a un détail qui m'avait frappé, 20 ou 25% des cadeaux maintenant sont 40. des... Alors c'est ça. C'est 40% des Français pratiquent le cadeau de seconde main. Donc là encore, c'était inimaginable il y a 10 ans. Vous voyez qu'en fin d'année, avant les fêtes de Noël, c'est au moment où il y a les foires aux jouets un peu partout en France, et vous allez acheter la boîte de Lego, le château Playmobil que vous ne pourrez pas acheter en neuf. Donc 40% des Français pratiquent ça, et il n'y a plus de honte, puisque 85% de ceux qui le pratiquent affichent, j'allais dire, la transparence à celui qui bénéficie du cadeau en disant en fait c'est de la seconde main. Et donc c'est en train de rentrer dans les mœurs, alors qu'il y a encore une fois, il y a 10 ou 15 ans, on aurait regardé ça de manière assez dédaigneuse. Et donc les choses sont en train de bouger. Alors à la fois pour des raisons de contraintes budgétaires et aussi en mineur pour raison d'une sensibilité écologique. Non, ça ne sert à rien de racheter toujours du neuf, on va recycler, on va faire de la sobriété, mais le principe actif, ça reste quand même la question du pouvoir d'achat qui n'est pas au rendez-vous en fait. Alors, deuxième chose dont tout le monde parle, c'est la violence. Tout le monde dit, de n'importe quel bord politique d'ailleurs, reconnaît que la violence semble aller à une vitesse de plus en plus forte et les actes d'une violence de plus en plus rude. Dans les deux sens, le nombre d'actes de violence et la dureté de ces actes de violence. Donc, commençons pas juste par les émeutes de juin. Nous, on a entendu le président de la République dire que les jeunes étaient en vacances. Donc ça... C'est une explication. C'est une partie de l'explication, j'imagine. Mais quand on a vu l'étendue, le nombre de villes concernées, et je sais que vous avez parlé au président de la République de ce problème-là, qui vous a demandé ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pouvez nous le dire aussi ? Alors oui, si vous voulez, les émeutes, c'est un peu la pointe extrême de ce phénomène-là. Les émeutes ont concerné 530 communes l'été dernier, c'est-à-dire 100 villes de plus qu'en 2005, où les émeutes avaient déjà été particulièrement violentes et plus longues. Elles avaient duré 3 semaines. Mais c'était en banlieue, souvent en banlieue parisienne. En région parisienne, mais aussi les banlieues des grandes villes françaises. Cette année, on a 100 communes de plus qui ont été touchées, enfin l'année dernière, avec le surgissement de ce phénomène, notamment dans des villes moyennes qu'on croyait totalement étrangères à ces univers-là,
Typiquement, dans une zone qui n'est pas si éloignée que ça que de Vichy, une ville a été un peu emblématique de tout ça, c'est Montargis, où le centre-ville de Montargis a été complètement dévasté. Et donc on se dit, mais là, c'est pas les quartiers nord de Marseille, c'est pas Bron, ni Vénissieux, mais tout ça est lié avec notamment le développement du trafic de drogue, qui aujourd'hui se métastase un peu partout en France. Et vous voyez qu'à Clermont, à Limoges, partout, maintenant, on a la zone sensible, avec le point de deal, les règlements de compte, etc., et qui constitue un des terreaux de ces violences urbaines et de ces émeutes. Si on essaie de dézoomer, parce que là c'est le tableau, voilà le côté le plus spectaculaire, nous ce qui nous frappe beaucoup, c'est comment les incivilités, le relâchement dans le discours, l'agressivité verbale ou physique, aujourd'hui a contaminé toute une série de sphères de la vie sociale où elle était relativement écartée, contenue au cours des dernières décennies. Par exemple. Alors, monsieur le maire est ici présent, mais vous voyez comment les agressions physiques ou verbales à l'encontre des élus locaux ont connu une augmentation assez sensible au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de talisman invisible qui faisait qu'on ne s'en prenait pas à un adjoint, à un maire, même si on avait des choses pas très agréables à lui dire, parce que ça ne se faisait pas. Et une partie de la population, eh bien, aujourd'hui, n'a plus ce verrou et dégoupille, comme on dit, ou en bon français, pète les plombs. Et donc, pour un refus de permis de construire, pour un tapage nocturne ou autre, on peut aller jusqu'à, alors c'est pas tous les jours partout en France, mais à s'en prendre physiquement à l'élu. On regarde ce qui se passe dans les transports en commun, avec toutes les grandes compagnies de transports en commun, donc la RATP en Ile-de-France par exemple, qui ont équipé progressivement leurs bus de vitres anti-agression, pour que les chauffeurs ne soient pas en contact direct avec le public. Une partie du public qui peut être irascible, à qui on a fait une réflexion sur le fait que la musique était trop forte, qu'on fumait pas dans le bus ou qu'il fallait payer son ticket. Et tout ça peut partir très vite en confrontation. Regardons ce qui se passe aussi sur les terrains de football amateur, où l'arbitre n'a jamais été l'homme le plus populaire du match, mais où aujourd'hui, il se passe que, eh bien, il peut être molesté, agressé, à tel point que la Ligue de football amateur a mis en place un certain nombre de procédures. Regardez ce qui se passe avec les pompiers, quand ils interviennent dans certains quartiers, avec les médecins. Et donc moi, je me suis interrogé en disant, mais comment en est-on arrivé là, hein, même si, notamment dans une belle ville comme la vôtre, la France, bien évidemment, n'est pas devenue invivable, mais comment ces comportements se diffusent. Et donc je suis reparti des travaux d'un grand historien, un grand sociologue qui s'appelait Norbert Elias, qui avait travaillé sur une histoire de longue durée, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. Et lui avait forgé un concept qu'il appelait ça le processus de civilisation. Il montrait comment, à partir des cours royales, on avait appris à se domestiquer. Donc ça passait par les formules de politesse. Et donc Norbert Elias détaille tous les traités de bienséance. Donc on apprend aux gens à ne plus manger avec les doigts. C'est l'introduction de la fourchette, à ne plus se moucher dans sa manche, à respecter les formules de politesse. Et comment tout cela, progressivement, alors avait infusé dans toute la société et faisait qu'il y avait des mécanismes d'autocontrôle qui faisaient qu'au sein de la plupart d'entre nous, eh bien, la violence était canalisée, complètement proscrite, les affects étaient maîtrisés. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, ces mécanismes-là fonctionnent moins bien qu'ils n'ont fonctionné par le passé. Et pourquoi ? Alors, dans les façons d'élever les enfants, dès le plus jeune âge, mais également, on le voit ensuite, dans une société marchande qui sacralise le client roi. Et donc, on va faire de la publicité pour une grande enseigne de fast-food qui nous dit « venez comme vous êtes ». Et donc, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, hein, vous venez comme vous êtes. Et puis, un fabricant de produits de beauté qui est implanté dans votre région, qui martèle depuis des années parce que vous le valez bien. Et si vous le valez bien, c'est quand même que vous êtes quand même quelqu'un de très important. Et donc, tous ces mécanismes-là font que l'individu a aujourd'hui plus de difficultés que par le passé à se conforter. Ils sont prémunis comme ça. À un cadre
à une autorité, à une interdiction. Quand vous y réfléchissez bien, en fait, quasiment le dernier endroit où il reste des rapports de subordination dans la société, c'est dans le travail. C'est-à-dire que le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez que les gens se séparent, ils divorcent, etc., etc. Et donc, bon, c'est une piste d'explication, hein, c'est cette moindre capacité à accepter les règles, les normes ou des contraintes à mon bon vouloir. Ce qui fait que des gens, encore une fois, cette expression revient sans cesse dans les discussions, il a pété un câble ou il a pété un plomb. Vous voyez, péter un câble, ça vient de la marine. C'est quand un bateau était amarré, que le câble était trop tendu, mais il faisait pas rompre l'amarre et il partait en dérive. Donc ça, c'est parlant. Le pétage de plomb, c'est une surtension sur un système électrique. Et donc, sauf qu'il y a un disjoncteur, il y a des plombs qui pour maîtriser l'affaire. Tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est plus maîtrisé. Et la personne, en bon français, part en live. Et donc, comment, dans notre psychologie individuelle et collective, ces mécanismes, aujourd'hui, fonctionnent un peu moins bien que par le passé, et dans des situations extrêmes, peuvent arriver au recours à des formes de violence qui ont toujours existé, hein, il ne faut pas le nier, mais qui connaissent aujourd'hui des retours dans des secteurs où on ne les entendait plus. C'est purement français, ça, ou bien dans toute l'Europe, c'est pareil? Je pense qu'on est sur des tendances de fond, au moins dans tout l'Occident. Dans tout l'Occident. Et rien n'indique que ça va prendre un sens contraire dans les mois qui viennent. Alors, vous voyez que là, c'est des processus au très long cours. Au très long cours, hein, ça repart. On repart sur l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. On est peut-être maintenant arrivé avec des générations d'adultes qui, elles-mêmes, étant en situation d'éduquer leurs propres enfants, ont perdu ces références-là. Et donc, remettre tout ça d'aplomb prendra beaucoup de temps. On sera morts tous les deux. Hein. Sans doute. Bon, si j'ai bien compris. Alors, la drogue, justement, vous l'avez évoqué. Vous dites des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. 5 millions de consommateurs. En France, 10%. Enfin, 8-9%. Des adultes, ouais. Des adultes. 1,5 million de réguliers. Premier pays consommateur d'Europe, d'assez loin. Et c'est celui-là qui m'a fait penser. Vous dites qu'il y a des dizaines de milliers de soldats de la drogue, de fantassins de la drogue. Ce ne sont pas... Alors on dit qu'il y a 4000 points de deal ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y a des dizaines de milliers de fantassins de la drogue. Alors surveille, etc. Tout le système, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et alors vous avez quelque chose d'incroyable. 90% des billets de banque qu'on a dans notre poche sont contaminés par de la drogue. Voilà. Donc là, pour vous dire l'énormité du problème. Oui, alors là, les chiffres que vous citez, moi j'ai fait que les reprendre. Sur les billets de banque, c'est des études de la Gendarmerie nationale ou de la Banque de France. Ils passent un échantillon aléatoire de billets qu'ils collectent dans différents territoires et ils regardent s'il y a des traces de produits stupéfiants. Et donc ça marque positif dans 90% des cas. Donc on montre bien comment tout ça circule énormément. Et que ça se fait en liquide. Et ça se fait en liquide et tout ça, sans frais, sans charges, sans taxes. Donc il y a un vrai sujet hein, quand on parle de l'éventuelle dépénalisation. Peut-être que les dealers vivront plus longtemps, ce qui n'est pas négligeable, mais toute une partie de leur business, pas tout leur business aujourd'hui, il est sans charge et sans impôt. Hein. Donc je referme la parenthèse. Sur le nombre de personnes impliquées, le ministre de l'Intérieur, il y a 2 ou 3 ans, indiquait qu'on recensait à peu près 4000 points de deal en France. Et donc vous faites le calcul entre ceux qui vendent, ceux qui surveillent, ceux qui approvisionnent, ceux qui conduisent les fameux véhicules, les Go Fast, là, qui reviennent d'Espagne chargés de hashish. On arrive, d'après les experts qui ont travaillé sur le sujet, à 150 000 personnes. C'est-à-dire que l'interprofession du shit, c'est à peu près le même nombre de salariés que SNCF. Pour vous donner un ordre de grandeur. Et vous voyez comment, dans des villes qui sont tonchées depuis longtemps, les choses sont en train de déstabiliser la vie sociale. Typiquement, Marseille, c'est plusieurs dizaines de morts, mais c'est aussi, aujourd'hui, la semaine dernière, des procureurs, des magistrats, des policiers de Marseille étaient entendus par une commission d'enquête parlementaire au Sénat. Il disait qu'on était en train de perdre la bataille parce qu'il y avait tellement d'argent qu'aujourd'hui, y compris au sein du personnel de justice, il y avait des dossiers qui étaient malencontreusement égarés, des procédures qui n'étaient pas respectées. La corruption va même dans le ministère. Il y a trop d'argent. Donc là, on parlait essentiellement du cannabis, mais
un port comme le Havre, qui est le plus grand port de containers de France. Là, c'est la cocaïne qui rentre, et c'est par tonne. La cocaïne, ça se vend au gramme. Hein. Donc, on la fait rentrer par tonne. Et aujourd'hui, vous avez le port du Havre, un peu comme celui d'Anvers ou de Rotterdam, en Hollande, qui commence à être déstabilisé par l'ampleur des trafics. C'est-à-dire que les dockers, les grutiers, les manutentionnaires, tout le monde croque quelque part à un moment parce qu'il y a trop d'argent. Et donc tout ça produit des effets délétères. Et c'est un problème social et politique qui devient majeur. Quand je dis politique, pas très loin du Havre, la commune dans l'agglomération rouennaise, on a une maire qui a été mise en examen pour cause d'association de malfaiteurs avec la famille locale qui tenait le trafic et qui avait fait pression sur elle et qui en l'échange de ces menaces, recevait un certain nombre d'informations. Et donc, on n'en est pas encore à la Sicile, mais il y a tellement d'argent que dans les communes les plus touchées, au bout d'un moment, cet argent se recycle dans des commerces, dans de l'immobilier, et donc vous mouillez de plus en plus de gens. Et en bout de cycle, vous avez même le personnel politique et policier qui, à un moment, va être touché. Et là aussi, c'est comme pour la violence, on ne voit pas l'évolution générale n'augure rien ou bien parce que jusqu'à présent, l'impression générale, c'est que la lutte contre les points de deal, ça n'a pas empêché le trafic de. Si. Il y a des résultats. On a annoncé hier que un des principaux bonnets du trafic de drogue à Marseille avait été interpellé au Maroc. Ouais. Mais on voit l'ampleur de la tâche avec des flux financiers qui sont colossaux. Quand on regarde notre histoire contemporaine, hein, donc, disons sur le XXe siècle, hormis la période de la Résistance, jamais dans l'Hexagone, l'État a perdu le monopole de ce qu'on appelle la violence physique. C'est-à-dire que l'État est partout chez lui et c'est lui qui fait respecter la loi, sa loi, partout sur le territoire. Eh bien, pour la première fois dans notre histoire contemporaine, on a un certain nombre de territoires, de quartiers où aujourd'hui ce monopole de la violence physique est détenu par... ou en tout cas est très fortement contesté par d'autres organisations qui sont des organisations criminelles. Dans certains pays, ça a déjà existé, ça existe depuis longtemps, on s'en est accommodé, mais en France, où l'État représente beaucoup, où l'État a construit notre pays, le fait que cette autorité soit défiée, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Un symptôme de tout cela, quand vous regardez sur 10-15 ans, les récits qui sont faits dans la presse des saisies ou des descentes des forces de l'ordre dans des quartiers sensibles, par exemple à Marseille. À chaque fois, on nous donne le bilan en termes de nombre d'armes saisies, personnes interpellées, kilos de produits stupéfiants récupérés, saisis, et puis l'argent liquide, les billets de banque. Depuis quelques années, vous ajoutez une dernière catégorie, c'est le mètre cube de gravats ou d'encombrants qui sont déblayés, puisque les trafiquants ont érigé des véritables barricades, des chicanes pour filtrer les entrées. Et donc à Marseille, aujourd'hui, quand on va faire des interpellations, hein, c'est un peu comme dans le film Bac Nord, les policiers y vont très nombreux, mais aujourd'hui, dans leur sillage, il y a les équipes de la voirie pour démanteler les barricades. Et donc là, on revient au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire que le monopole de la violence, c'est celui qui tient le pont-levis et qui dit qui peut rentrer ou sortir de tel ou tel quartier. Alors, ce n'est pas toute la France, bien évidemment, mais quand on y réfléchit, ça n'est jamais arrivé sur notre histoire contemporaine. Vous diriez qu'il y a 150 000 fantassins, vous avez dit en gros, l'organisation, la structure nécessaire pour gérer ça. Combien de personnes, à votre avis, en France, vivent de la drogue d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire des familles qui vivent parce que les enfants nourrissent la famille, etc. C'est très difficile à dire, mais quand on dit voilà 150 000 qui en vivent, après vous avez, on commence à connaître les termes, hein, ce qu'on appelle les nourrices, voilà. Les appartements où, en échange de payer le loyer ou de donner un plein pour les courses, on stocke la drogue. Quand vous parlez avec des bailleurs sociaux, dans certaines villes, moi j'ai l'exemple d'une ville en Normandie, vous voyez, donc une petite ville qui est à peu près de la taille de Vichy, donc c'est pas le hotspot du trafic. Vous disiez, sur une cage d'escalier, 15 logements, il y en avait 7 qui étaient mouillés dans le trafic.
7 familles. sur 40. 7 sur 15 dans la cage. Alors, c'est pas... Oui, c'était pas représentatif de toute la ville. Parce que le point de deal était en bas de cette cage. Mais ça finissait par avoir mouillé la moitié des... et corrodé la moitié des gens. Et ils le font pas forcément de gaieté de cœur. On vous dit, vous allez stocker le truc, on le fait. En Seine-Saint-Denis, pendant toute une période, les bailleurs sociaux acceptaient le paiement des loyers en liquide. Et maintenant, ils n'acceptent plus le paiement en liquide parce qu'on savait qu'une partie des loyers était payée. Alors, on revient sur mes traces de produits stupéfiants sur les billets. Donc, c'est avec plein de petits indices comme ça qu'on mesure l'emprise du trafic, même s'il ne faut pas résumer la société française au trafic de drogue, bien sûr. Mais enfin, il y a probablement plus d'1 million de personnes qui, d'une manière ou d'une autre... Il y a des gens oui, il y a des quartiers, on sait que ça fait beaucoup circuler d'argent. Oui. L'immigration. Là aussi, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Quelles sont les lignes qu'on peut tracer sur ce sujet? Alors, on est sur un sujet qui est assez sensible en France, qui est très investi politiquement. Donc, on a essayé de dépassionner les choses et encore une fois de regarder les chiffres. Alors, les chiffres sur l'immigration, c'est pas forcément facile parce que ça dépend comment on compte, etc., etc. Donc, nous, on avait pris déjà dans le cadre de la rédaction de l'archipel français un indicateur qui était le pourcentage de nouveau-nés qui reçoivent un prénom arabo-musulman. Donc un prénom arabo-musulman, c'est un prénom qui se rattache au Coran ou un prénom qui a pour origine les pays ou les régions du monde où l'islam est majoritaire, donc le Maghreb, la Turquie et une partie de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est plusieurs milliers de prénoms. Il y a un gigantesque fichier de l'INSEE qui vous donne année par année le nombre de nouveau-nés, département par département, et il y a une seule info, c'est le premier prénom. Il n'y a pas le nom de famille, il n'y a pas le deuxième prénom, il y a le premier prénom. Et donc, une fois qu'on a établi nos listings, on a pu passer tout ça au tamis et on voit comment la part de ces nouveau-nés porteurs de ces prénoms évolue dans le temps. Donc en 1960, fin de la guerre d'Algérie, reconstruction du pays avec appel d'une main-d'œuvre immigrée nombreuse. À l'époque, c'est 1% des nouveau-nés qui reçoivent ces prénoms. Aujourd'hui, on est à plus de 20% en 60 ans. Alors attention, ça ne veut pas dire 20% de la population française, hein, c'est 20% de celle qui naît aujourd'hui, puisque ceux qui sont nés dans les années 60, oui, bien sûr. Ils sont restés à 1%. Voilà, ils sont restés à 1%. Mais donc la France de demain, voilà. Alors ça ne veut pas forcément dire que ces individus seront musulmans, et même s'ils l'étaient, c'est pas un sujet. Oui. Mais nous, on l'utilise comme un indicateur du poids des populations issues de l'immigration, puisque toute une partie de ces populations sont là maintenant depuis 2 ou 3 générations, voire davantage. Et donc, elles sont par construction de nationalité française. Sauf que, pour le commun des mortels, quand on lui explique qu'il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui qu'hier, lui, il regarde dans la rue et il se dit, mais soit on se moque de nous, soit ils n'habitent pas dans les mêmes endroits que nous, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'objectivement, cette population est plus nombreuse, même si elle peut être de nationalité française. Mais donc, on voit comment le sujet aujourd'hui est devenu un sujet important dans le débat public parce que nous avons connu ce phénomène migratoire qui est quand même assez inégalé dans notre histoire. Parce qu'on nous dit souvent, à juste titre, que la France a connu des vagues d'immigration... les années 20, 30... Voilà, même avant, donc polonais, belges, italiens, espagnols, portugais. Ouais. Donc, vous connaissez la chanson, on dit oui, mais ils venaient d'Europe, ils étaient catholiques, etc. etc. Bon, certes, mais il y a une autre différence majeure, c'est que toutes ces immigrations ont été contingentées dans le temps. En général, la vague... Durait 2-3 ans, oui. Ou 20 ans. Vous voyez, c'était une génération... les transports à l'époque, les gens venaient à pied. Bon. Et alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Eh bien, c'est que quand vous appartenez à cette population-là, si on parle très trivialement, l'eau du bocal n'est pas renouvelée. Donc au moment où vous mariez, la première génération, ça va aller, vous pouvez trouver un voisin, une voisine, un cousin, une cousine. Mais vu que les flux entrants ont été stoppés, au bout d'un moment, si vous ne voulez pas vous marier en consanguin, il va falloir aller chercher un conjoint en dehors du bocal, si je puis dire. Et c'est en partie ça qui a permis ce qu'on appelait l'assimilation,
avec des mariages mixtes. C'est-à-dire qu'on sort de sa nationalité d'origine, de son milieu. On sort de son groupe. Voilà. Alors qu'aujourd'hui... Et on se mêle à la population. Voilà, on se mêle. Donc on avait montré ça typiquement encore avec les prénoms. Dans un département comme le Pas-de-Calais, dans la région des Mines, où on avait fait appel à une main-d'œuvre polonaise, on voit apparaître les prénoms polonais donnés aux enfants en 1920. Donc là, c'est au moment où les premiers mineurs polonais arrivent, ils s'installent avec leur famille, ils font des enfants. Et en 45-46, dans le Pas-de-Calais, il n'y a plus de prénoms polonais. Les noms, quand vous connaissez cette région, les noms sont demeurés, hein, sur les plaques de rue, dans les écoles ou autres, dans la population, tout simplement. On a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration polonaise. Sauf que, en une génération, 25 ans, les mariages mixtes ont opéré et, un peu comme le morceau de sucre dans la tasse à café, ça a été dissous. Là, dans l'immigration contemporaine, le fait que les flux migratoires soient persistants permet à celles et ceux qui souhaitent de trouver un conjoint qui appartient au groupe d'origine. Et donc tout ça retarde non pas l'intégration, mais l'assimilation. On entend souvent « il ou elle a été chercher son conjoint ou sa conjointe au bled ». Si vous êtes là, vous, depuis une génération déjà, le conjoint ou la conjointe qui viendra, comme on dit, du bled, lui, il est en saison 0 du parcours d'intégration par rapport à vous-même. Et donc sur le rapport à la religion, les relations hommes-femmes, le rapport à la société, à la langue française, etc., les choses n'évoluent pas de la même manière. Donc ça, la persistance de ces flux est quelque chose d'assez nouveau. Ce qui nous ramène aussi à la question des banlieues, c'est-à-dire qu'on regarde toujours les banlieues comme une photo fixe. Vous savez, comme si on regardait l'Allier, vous pouvez toujours prendre la même photo, mais sauf que ce n'est pas la même eau. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que ces quartiers sont les sas d'entrée dans la société française. De manière silencieuse, toute une partie des populations qui sont arrivées là, au bout d'un moment, notamment les jeunes filles, qui réussissent mieux à l'école, tous ces gens-là n'ont qu'une hâte, c'est de quitter ce quartier. Souvent, ils se quittent ce quartier, ils sont dans des mariages mixtes ou des unions mixtes, et comme mes Polonais, ils disparaissent dans le reste de la société française. Mais ils sont remplacés dans ces quartiers par de nouveaux arrivants, qui viennent souvent des mêmes pays, et tout le reste de la population se dit, mais en fait, rien ne change jamais. Rien ne change jamais. Dans ces quartiers, c'est même peut-être, en termes d'intégration, un recul, mais on oublie ce qui se passe de manière silencieuse, c'est-à-dire la dissémination dans le reste de la population et du territoire, de toute une partie de ces descendants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, qui ont accompli leur parcours. Quand nous, on avait parlé de ces prénoms, certains candidats s'étaient emparés de ça en disant, bon voilà, et donc on rappelait toujours que le policier qui est mort devant Charlie Hebdo, il s'appelait Ahmed. Et les 3 premières victimes de Mohamed Merah à Toulouse, qui étaient des parachutistes français, à Montauban, portaient aussi ces prénoms. Et donc on peut porter ces prénoms dans la société française et avoir payé, comme on disait, l'impôt du sang que beaucoup de Français ne payent plus aujourd'hui. Vous avez une explication, juste un mot, sur le fait que lorsque l'immigration des pays d'Afrique du Nord, il y a 40 ans, on ne donnait pas à ses enfants un prénom d'origine musulmane. On le donnait, mais moins, enfin un peu moins qu'aujourd'hui. Beaucoup moins. Alors, il y avait une volonté d'intégration Alors, sur cette question des prénoms, dans une société que moi j'appelle archipélisée, chaque groupe social, culturel ou autre a, de manière consciente ou non, tendance à donner des prénoms qui vont rattacher l'enfant au groupe auquel on aspire qu'il appartienne. Ça vaut pour les Corses, ça vaut pour les Bretons, ça vaut pour certaines franges du catholicisme, et ça vaut aussi pour les familles issues de l'immigration. Donc ça, c'est la toile de fond. Pour ce qui est de l'immigration, ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est qu'un phénomène a traversé l'ensemble du monde musulman et pas uniquement nos banlieues. C'est un mouvement de réaffirmation identitaire avec les antennes satellites, Al Jazeera, les pétrodollars des monarchies qui ont payé énormément de militants pour aller faire du prosélytisme religieux. Et tout ça a raidi les positions partout dans le monde musulman. Le marché est rentré là-dedans avec le développement de gammes halal,
avec, je l'ai parlé, des chaînes d'information continues, avec la mode vestimentaire, vous voyez les fameuses abayas, etc. Il y a un business aussi derrière tout ça. Et donc il y a un mouvement général de réaffirmation identitaire et religieuse, mais qui n'est pas propre aux banlieues, qui est propre à l'ensemble du monde musulman. Donc c'est ça, pour ça aussi que ces prénoms ont plus tendance à être donnés aujourd'hui, comme le voile a plus tendance à être porté, et comme le respect du jeûne du Ramadan, nous y sommes, ou de l'interdiction de consommation de produits non halal, est plus suivi aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Alors, vous dites la France avant était divisée en trois, en gros. Ceux qui avaient peur de l'avenir, de l'évolution des choses, ceux qui étaient en colère, c'est-à-dire ils avaient un sentiment de refus des décisions qui avaient été prises, et puis les optimistes. Il y en avait quand même un tiers à l'époque, un gros tiers on va dire, qui pensait que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Et vous dites maintenant c'est colère et mécontentement. Alors, il y a encore... C'est-à-dire que la France est divisée en deux maintenant. Oui, alors un peu plus que ça, il y a encore des optimistes. Oui, mais leur nombre, c'est combien maintenant? Oui, alors après, ça dépend. Là où on a une vraie spécificité en France, c'est qu'on a un très gros décalage dans nos sondages quand on demande aux gens est-ce que vous êtes optimiste ou heureux pour vous perso, votre famille. Donc en général, là, c'est 70-75%. Et pour le pays, on tombe à 25, 30, 40%. Et donc vous voyez comment, notamment, alors c'est un autre effet que le Covid a accéléré, on a un repli sur la sphère individuelle. La maison, le barbecue, le trampoline, la piscine, les parties avec les amis, et on va moins se mêler dans le collectif. Donc tout ça s'accélère. Pourquoi on a une spécificité en France par rapport à d'autres pays comparables? Sur notre pessimisme collectif, une hypothèse que moi je formule, notamment quand on se compare aux Espagnols ou aux Italiens, c'est que eux, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, ça fait très longtemps qu'ils savent que collectivement ils évoluent plus en première division. Ils sont des puissances moyennes, mais ils l'acceptent et ils le vivent très bien. Ils ne vivent pas avec les ambitions d'il y a 100 ans, quoi. Ou Philippe II, ou pour les Espagnols. Et donc, quand il y a la crise à Gaza, en Ukraine ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le Premier ministre ou le président du Conseil espagnol ou italien qui va expliquer qu'on va ramener la paix, que l'Espagne ou l'Italie ont une voix qui porte et qui compte. Alors que nous, on a grandi là-dedans, dans l'idée d'une singularité française, d'une grandeur du pays, etc. Et que notre quotidien et l'actualité nous rappellent cruellement et parfois perfidement que peut-être nous sommes, nous aussi, aujourd'hui en deuxième division. Et ce décalage entre ce qu'on a cru être encore il y a peu et ce que nous sommes réellement est très difficile à accepter collectivement, d'où ce pessimisme ou cette mélancolie française qui peut souvent affleurer. Donc c'est un des éléments qui, je pense, caractérise, là pour le coup, c'est une différence avec d'autres pays. Avec les rêves de puissance passée, quoi. Oui, puis on a rompu avec ça. L'image qu'on se faisait de ce que nous étions. Alors, la France d'après. Après tout ce qu'on a vu, on n'a pas eu le temps de faire tous les sujets, mais bon, on a une vue générale de l'évolution récente. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme certitude, j'allais dire? Parce qu'on ne vous demande pas de prévoir l'avenir, évidemment, comme on l'a dit. Mais quelle certitude tirer de tout ce qui est de l'entièreté des problèmes qu'on a vus et pas abordés, de ce que vont être de toute façon les années qui viennent pour les Françaises et les Français? Alors, c'est ça le sujet du livre, la France d'après. Donc la France d'après, on y est déjà en fait, de mon point de vue, c'est-à-dire que c'est après la métamorphose, c'est donc toutes les années qui partent du milieu des années 80 à nos jours et qui ont considérablement transformé le pays. Qui fait qu'on est encore en France, mais c'est une autre France. Je vous donne quelques chiffres de nature très très différente. Donc on a parlé de l'immigration tout à l'heure, mais on pourrait prendre d'autres chiffres. Vous voyez qu'aujourd'hui, 60% des nouveau-nés naissent hors mariage. Début des années 80, c'était 10 à 15% des naissances. 60% des nouveau-nés. 60%. Alors les parents ne sont pas forcément séparés à la naissance, ils peuvent être en couple, en union libre, en pax, etc. Mais c'est plus le mariage, c'est une tendance.
au début des années 90, on a encore 35% seulement d'une classe d'âge qui va aller jusqu'au bac. Quand Jean-Pierre Chevènement lance son fameux objectif de 80% d'une classe d'âge au bac, en début des années 90, on n'a encore que 35% de la population qui va au bac. Enfin, d'une classe d'âge. Un Français sur 3. Voilà. On est aujourd'hui à 80%. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type qui font que le pays a considérablement évolué. Qu'est-ce qui nous attend ? On va pas faire trop de prospective, mais on voit qu'on a des enjeux majeurs en termes démographiques. C'est pour ça que... La baisse de la natalité. Alors, baisse de la natalité, vieillissement de la population. Et donc c'est pour ça que chaque gouvernement qui se respecte nous fait sa réforme des retraites. Parce qu'ils voient les paramètres et ils se disent, bon, faut qu'on en remette un petit peu, parce que ça va pas... Donc là, s'il y a bien quelque chose qui est anticipable, inscrit hein, la démographie, c'est du diesel. Hein, en fait, une fois que le phénomène est lancé, avant de l'arrêter, il va se passer beaucoup de temps. Donc il y a cette problématique du vieillissement qui va poser beaucoup de questions. Sur le plan économique, on est ici à Vichy, on a des fleurons industriels qui se portent bien dans le luxe, la cosmétique, etc. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a énormément désindustrialisé le pays. Depuis les dernières années, on rouvre plus d'usines qu'on en ferme, mais c'est très timide et on a perdu énormément de terrain. Et donc les Français ont touché ça du doigt de manière très concrète. On revient au Covid. Vous vous souvenez, au début du confinement, quand on a pris conscience qu'il y avait 4 sites qui étaient capables de fabriquer les masques. 4 sites en France. Il n'y avait plus 1 gramme de paracétamol qui était fabriqué dans l'Hexagone. Et ensuite, on est sorti du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, déstabilisé les marchés mondiaux, donc là, il y a eu un drame national. On a eu, vous en souvenez tous, la pénurie de moutarde. Il n'y avait plus de moutarde dans les rayons. Bon, voilà. Et maintenant, en Ukraine... on dit, bon voilà, il faut aider davantage les Ukrainiens. Donc on est ici dans le centre de la France qui a été marqué par une présence de l'industrie militaire. Et donc on voit qu'il n'y avait plus une usine qui fabriquait de la poudre à canon et que péniblement on est en train de monter les cadences sur les fameux canons César. Et donc on touche là du doigt l'ampleur de la désindustrialisation du pays. Et donc si on veut réussir la bifurcation écologique, répondre aussi aux impératifs du président de la République sur regagner en souveraineté, il va falloir à un moment qu'on regarde vraiment de front cette question de la réindustrialisation du pays, puisque dans les enquêtes, les Français sont relativement favorables, sauf que chaque fois qu'il s'agit d'implanter une usine quelque part, vous avez des collectifs qui se mobilisent en disant non, non, pas chez moi, ça va polluer, il y a un crapaud de telle ou telle variété qui est protégé, donc c'est hors de question qu'on mette ça ici. Il y a une zone humide. Autre transformation majeure, ce que nous on appelle à l'IFOP la perte de centralité du travail. C'est-à-dire le fait que le travail n'est plus considéré collectivement comme étant au centre de la vie. Certains s'en félicitent en disant c'est un progrès, c'est très bien. Ça pose un problème majeur quand même collectivement. Je vous donne juste 2 chiffres. En 1990, il n'y a pas si longtemps que ça, sondage classique, on demande aux gens, voilà, pour chacun de ces sujets-là, le travail, les amis, les loisirs, la famille, la politique, la religion. Est-ce que chacun de ces sujets, pour vous, il est très, assez, peu ou pas important du tout dans votre vie ? À l'époque, on a 60% de Français qui nous disent le travail, c'est très important dans ma vie. 25%, c'est assez important. Les loisirs, on est à 30%, c'est très important. Et la famille, on est à 80%, c'est très important. On a reposé l'année dernière les questions. La famille, on est à 71. Donc, en dépit ce qu'on a dit tout à l'heure, naissance hors mariage et tout ça, et le fait que la famille ait été recomposée, ça tient quand même plutôt bien le choc. Les loisirs, on est passé à 41% de Français qui nous disent c'est très important dans ma vie. Au lieu de 30. Et le travail, on est tombé à 21, au lieu de 60. Alors, on a 55% de Français qui nous disent c'est assez important dans ma vie. Mais vous voyez, on a décranté de plusieurs marches. Oui. Voilà. Alors, pour ceux qui sont fâchés avec les chiffres, une autre expression pour faire comprendre cette perte de centralité du travail, moi, quand j'interviens devant des chefs d'entreprise, je leur dis, en fait, c'est très simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vos salariés, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT.
C'est comme ça qu'on voit les choses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avant, il y avait la semaine, au bout, il y avait le week-end. Maintenant, il y a les week-ends et les RTT, c'est les piliers. Et les trous dans le fromage, ça s'appelle la semaine. Et donc, cette perte de centralité du travail au profit des loisirs, ben, ça pose aussi toute une série de questions. Et on voit les manifestations de tout cela. Vous voyez comment toute l'économie touristique, aujourd'hui, et toute l'économie événementielle, on en fait partie, on en a la preuve vivante cet après-midi, pèse aujourd'hui très fortement dans l'économie des territoires. Voyez comment, donc j'ai parlé tout à l'heure du télétravail qui avait fait bouger les choix résidentiels, c'est aussi une autre illustration de cette prise de distance avec le travail. Alors, il y a des raisons objectives à ce que les Français nous disent que le travail est moins central dans leur vie. Je disais, le point de comparaison, c'était 1990. À l'époque, on travaillait en moyenne 1825 heures par an. Aujourd'hui, on est à 1600. Donc, en une génération, c'est 225 heures de moins. Par personne. Par personne. Vous divisez par 35 heures la semaine, ça fait 6 semaines dehors de plus, ou de moins, c'est selon, qu'à l'époque. Et donc, vous comprenez que le travail est perdu de sa centralité. Et donc, derrière tout ça, il y a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que pour faire la bifurcation écologique, il va falloir des ingénieurs qui travaillent dur pour développer de nouveaux process, des techniciens, des ouvriers pour fabriquer les outils, les machines. Et beaucoup d'argent. Et de l'argent. Pour gagner notre souveraineté, être moins dépendant, il va falloir là aussi travailler. On voit se développer l'intelligence artificielle. Il faut qu'on continue de déposer des brevets. Et donc si le travail ne reprend pas une place un peu plus conséquente, on va avoir un problème. Un vrai sujet. Alors, à la lecture, à vous écouter, et à la lecture du livre, on se dit que l'avenir... Alors, je dis, bon, alors, on a gagné des jours de vacances. Est-ce que toutes vos études vous amènent... Parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est le déclinisme. C'est-à-dire qu'on est maintenant promis à un déclin. Alors, juste votre réaction personnelle, après avoir étudié tous ces phénomènes. Est-ce que les gens ont raison, finalement, de réfléchir de telle sorte qu'on se dit... et de tout ce que vous venez de dire comme effort à fournir, ça va aller de moins en moins bien. Alors, on va vous faire une réponse de Normand. Oui et non. C'est-à-dire que là, on a vu toute une série d'indicateurs qui n'étaient pas forcément bien orientés. Mais en même temps, je vous disais, on est passé de 35% à 80% d'une classe d'âge qui va au bac. On ne se prononcera pas sur le niveau du bac, parce que là, là, il faudrait une conférence entière, et je sors de mon domaine de compétences. On a parlé du vieillissement, mais il y a un aspect positif, c'est que l'espérance de vie a augmenté de manière assez significative. On a parlé de l'immigration. Si les flux migratoires sont persistants, c'est que quand même, notre pays doit demeurer attractif, sinon il n'y a pas autant de gens qui voudraient venir y vivre. Je parlais de la société de loisirs et de temps libre et l'affranchissement de l'autonomisation de l'individu. On peut le prendre de manière du côté positif également. Donc, dans cette France d'après, il y a toute une série de paramètres qui ont été profondément changés, qui ne sont pas forcément à considérer négativement, mais qui posent toute une série de défis et d'enjeux. Dont il va falloir triompher. Oui, et qu'il va falloir regarder en face. Et puis, à un moment aussi, trancher. C'est-à-dire, on ne peut pas forcément avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, choisir de quel côté on veut que les choses aillent. Regardez, donc oui, je parlais de l'espérance de vie, même si aujourd'hui l'état de nos hôpitaux laisse à désirer. Regardez les progrès en 30 ans de la recherche médicale sur la lutte contre le cancer, contre certaines maladies, etc. Alors il y a une contrepartie, c'est que tout ça coûte très cher. Mais en termes de qualité de vie, par rapport à ce que les plus anciens d'entre nous ont vécu il y a 50 ou 60 ans, ils ne considèrent pas forcément qu'on a, que c'est moins bien on a aujourd'hui. décroché aujourd'hui qu'hier. C'est différent, d'où ce terme de France d'après. Alors, dans ce livre qui est assez épais, il y a tout. Il y a tous les renseignements dont on a besoin sur tous les sujets. Et je voulais dire que franchement, c'est pas un livre qui se lit comme un roman, avec du début à la fin, il se passe quelque chose. Mais
il y a dans ce livre quasiment 80-90% des choses qu'on a besoin de savoir sur son propre pays lorsqu'on y réfléchit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, merci Merci à vous. de ce que vous venez de dire. Et voilà. Merci à vous. C'est presque obligatoire, ce livre. On le retrouve aux dédicaces. Merci.